C'est une date mémorable, 14 novembre 2023, 14 novembre 2025. Voilà 2 ans, jour pour jour, que notre vaillante armée faisait une entrée fracassante dans la ville de Kidal, qui était otage de groupes armés, de certains groupes armés et de leurs alliés. Et cela pendant pratiquement 11 ans. C'est pourquoi ce 14 novembre restera à jamais gravé dans la mémoire collective. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Questions d'actualité aujourd'hui qui nous fait revivre cette journée historique de la reprise de Kidal par l'armée malienne au terme de rudes combats contre les rebelles. D'où notre thème, reprise de Kidal 2 ans après, quand l'armée restaure la dignité du peuple. Pour en parler, nous avons 4 invités sur ce plateau. Honneur à la dame, Madame Askoufari Oulematou Tamboura, vice-présidente du REFAMPE. Le REFAMPE, c'est le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires. Bonsoir, Madame Askoufari. Oui, bonsoir. Ancienne ministre aussi, il faut le préciser. Bienvenue. Deuxième invité, Mohamed Traoré, conseiller technique au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir, M. Dambélé. Notre troisième invité est Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun Aïdara, membre du CNT, mais il est sur ce plateau en tant que représentant de la société civile et des légitimités traditionnelles. Bonsoir. Bonsoir, M. Dambélé. Bienvenue. Bonjour. Et notre quatrième invité est le colonel-major en retraite Ousmane Edmond Korongo. Bonsoir, mon colonel-major. Bonsoir, bonsoir. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Un clin d'œil dans le rétroviseur, c'est 14 novembre 2023, quand vous avez appris la nouvelle de la reconquête de la ville de Kidal. Madame Askoufari, quelle a été tout de suite votre première réaction en apprenant la nouvelle? Bien, je vous remercie. Et tout d'abord, merci pour l'invitation. Je pense que la reprise de Kidal est un symbole fort et ça a été un événement très important dans l'histoire récente de notre pays. C'est un sentiment de fierté qui a animé tous les Maliens, fierté et de dignité pour la souveraineté retrouvée. Que représente cette libération pour vous? Cette libération, tout d'abord, c'est un symbole d'unification de notre pays. Et Kidal, pendant plus d'une décennie, n'était pas dans le giron de l'État malien. Donc cette reconquête symbolise cela, une dignité retrouvée et la souveraineté nationale aussi retrouvée. D'accord. Mohamed, vous avez suivi les événements ces jours-là, c'était quoi? Un ouf de soulagement? C'était M. Dambélé, c'était un ouf de soulagement. C'était surtout, M. Dambélé, beaucoup de gratitude. Un sentiment de gratitude à l'égard de nos forces armées et de sécurité. Ce sentiment de gratitude est d'autant plus important que nous venons de très très loin. Nous venons d'une situation, Madame le ministre le disait tout à l'heure, où la région de Kidal, les villes de Kidal et d'autres qui constituent la région n'étaient pratiquement plus sous l'autorité de l'État. Souvenez-vous qu'il fallait pratiquement négocier, que ce soit les populations ou bien que ce soit les autorités, il fallait pratiquement un accès négocié à la région de Kidal. Voilà d'où nous venions. Voir que nos forces armées et de sécurité ont pu accomplir ce devoir régalien de reconquête pour raffermir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, c'est un sentiment de gratitude tout d'abord qui m'animait. Pour les diplomates que vous êtes, Kidal représentait quoi? Un enjeu majeur quand même. Forcément, forcément. Comme vous vous souvenez, Kidal faisait partie de ces régions qui étaient pendant longtemps occupées par des forces hybrides. Il s'agissait des groupes terroristes, il s'agissait de certains mouvements qui par la suite ont signé le défunt accord de paix, il s'agissait également de trafiquants en tout genre. Donc ça constituait une forme de nœud névralgique. À l'inverse des 2 autres régions, Kidal n'avait pas pu, lors de sa libération, voir l'entrée dans la région des forces nationales. Alors, Mohamed Ousmane, j'imagine la joie qui vous animait ces jours-là. Racontez-nous. Bien, effectivement, avant d'y arriver, il faut se souvenir que ce coup historique de libération de Kidal est arrivé suite à une volonté courageusement
affirmé des plus hautes autorités de la transition, parce qu'il faut partir de là d'abord. Il y avait d'abord ce courage par nos plus hautes autorités de la transition de dire aux Maliens, avec preuve qu'aujourd'hui les partenaires qui sont avec nous ne sont pas en train de recouvrer l'entièreté du territoire malien, et qu'ils ont aussi des preuves qu'ils ne sont pas en train de travailler pour que le Mali soit ressoudé, pour que tous les Maliens se retrouvent. Alors le chef de l'État en son temps, le général d'armée Assimi Goïta, a pris la responsabilité courageuse sur lui de dire, bon écoutez, puisque jusqu'à maintenant, pendant des années, vous n'arrivez pas à nous ramener Kidal, on va nous occuper de cela. Et c'est là qu'il a été mis fin à l'accord inutile d'Alger. Et puis, il a été décidé de dire à l'aménagement de partir et de reconquérir les camps de l'aménagement. Donc, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Et au finish, nos FAMA sont rentrés à Kidal. Donc, je dirais tout simplement que en une seule opération militaire, nos FAMA ont réussi ce que plusieurs armées internationales, en plusieurs opérations militaires, n'ont pas réussi pendant plus d'une décennie. Et c'est d'ailleurs ça qui a fait la joie et la fierté du peuple malien ce jour-là. Je mesure mes mots. Je dis en une seule opération militaire de FAMA, Kidal est revenu dans les girons, parce que c'était le dernier bastion qui échappait à la souveraineté nationale. Et depuis, comme vous l'avez constaté, le processus s'est poursuivi avec les actions de sécurisation, de retour des populations. On va en parler, mais vous personnellement, ces jours-là, quelle a été votre réaction en apprenant la nouvelle? Mais c'est une joie immense qu'on ne peut pas mesurer, parce que vous savez, on était dans l'indignation, c'était de l'humiliation. Il m'est arrivé une fois d'être désigné pour des missions à Kidal, je faisais exprès de ne pas partir. Parce qu'aller dans une région où certains comportements peuvent être affichés devant vous, il vaut mieux ne pas aller être témoin de ce genre de comportement. Donc c'était vraiment la dignité retrouvée, c'était vraiment notre souveraineté retrouvée et la possibilité pour nous de nous affirmer aujourd'hui, ces jours-là, sur l'entièreté de notre souveraineté, sur tous les domaines diplomatiques, économiques, politiques et tout ce qui va avec. Donc ça a été vraiment la fête, quoi. La population, vous vous souvenez bien, dans toutes les régions, dans les cercles, tout le monde s'est mobilisé. La diaspora, c'était vraiment l'effervescence, un peuple vraiment en ébullition. Et je crois que ça a été un coup d'accélérateur pour réveiller en chacun de nous la fibre patriotique et aussi que chacun de nous a commencé à croire réellement que cette équipe qui dirige le Mali aujourd'hui va nous amener très loin et va amener l'Afrique très loin. Et c'est d'ailleurs ce qui nous anime aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, tout le courage dont nous disposons, la reprise de Kidal a été le coefficient exponentiel pour élever ce courage dans nos sangs et dans nos esprits. C'était quand même une promesse du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, il faut le rappeler. Mon colonel-major, pour un militaire qui représente une telle victoire au sein d'une armée. Merci pour cette question. Un ancien militaire qui a servi plusieurs années à Kidal, je vois que nous sommes revenus de loin. Après plus de 10 ans, Kidal a échappé au Mali. Kidal était une ville qui n'était pas malienne. Ce qui nous faisait mal, c'est que l'aménagement, Barkhane, les ambassadeurs des pays agricoles assistaient à l'anniversaire de l'Azawad. Ça nous faisait mal. Nous, en tant qu'anciens militaires, on n'est déjà pas en retraite, mais on était carrément déboussolés. Dieu merci, une nouvelle équipe est arrivée à sa tête, Assimi Goïta, qui a promis de ramener Kidal dans le joug malien. Alors sa première mission c'est quoi? C'est de doter l'armée malienne avec des moyens sophistiqués. L'armée de l'air, l'armée de terre, des drones, des avions d'attaque au sol. C'est lorsqu'ils étaient prêts qu'ils ont lancé l'attaque de Kidal, du 10 au 14. Donc ce jour, pour nous, c'était un jour nouveau. Pour moi, c'était un rêve. On ne pouvait pas imaginer que Kidal allait revenir. Nous remercions
les plus hautes autorités pour avoir donné à notre armée ces moyens pour libérer Kidal. Kidal est malienne. Vous évoquez la question des moyens. Est-ce que le fait que l'armée ait pu sauter le verrou de Kidal, c'est une question de moyens ou c'est une question de stratégie? Attention, l'armée malienne est montée en puissance. On ne peut pas parler de montée en puissance sans parler des moyens sophistiqués acquis par les plus hautes autorités de la transition. Tu as beau être courageux, solide, mais si tu n'as pas les moyens pour te battre, c'est inutile. Donc les moyens que l'armée malienne a acquis ont permis, avec le courage des FAMA, de sauter le verrou de Kidal. Ces moyens dont nous n'avons jamais eu. Je suis un ancien militaire à la retraite. Je n'ai jamais connu les drones. Lorsqu'on parlait de drones, pour nous, c'est les drones dans les films. Dieu merci, l'armée malienne s'est dotée de drones, des avions de chasse de dernière génération, des moyens de l'artillerie, des moyens de blindés. On était prêts. Les moyens étant là, les militaires étant prêts, donc le verrou de Kidal a sauté. Ouais. Et nous avons applaudi, nous avons chanté, nous avons bu toute la nuit. On a dansé. Madame la ministre, cette reconquête, c'est le fruit d'une montée en puissance de l'armée, comme elle le disait tout de suite. Oui, absolument, parce qu'on ne peut pas mener de telles opérations si militairement on n'a pas les équipements nécessaires. Donc, comme il l'a si bien dit, l'armée a été suffisamment bien dotée. Et en plus de cela, il y a le courage, il y a le patriotisme. Parce que aller à la reconquête d'un territoire, ça demande cela également. Il faut suffisamment de courage pour que nos forces armées donc, ont pu aller effectuer le travail. Et fort heureusement, ça a été un succès. Mohamed, le courage et le patriotisme des forces armées ont payé, c'est ça? Vous savez, une armée équipée ne serait rien sans des hommes qui tiennent ces équipements. Le moral de ces hommes-là a été déterminant. Je vais juste vous donner un chiffre, une date, 2 semaines. Pourquoi 2 semaines? Rappelons-nous simplement de la chronologie. Pendant 10 ans, nous avons eu une présence internationale qui n'a pas pu arriver à ce résultat. Pendant 10 ans, nous avons eu plus de 10 000 hommes, 14 000 hommes par moment. Vous avez eu Serval qui s'est transformé en Barkhane. Vous aviez la MISMA qui s'est transformée en MINUSMA. Vous aviez l'EUTM. Vous aviez également Takuba. Malheureusement, nous sommes arrivés au constat au niveau du gouvernement que ces forces ont atteint leurs limites. Encore une fois, ce n'était pas forcément une mauvaise volonté directe. Nous avons énormément de pays frères et amis qui ont contribué à ces différentes forces, parfois en toute bonne foi. Mais simplement, le véhicule qui était utilisé n'était pas approprié. Partant de ce constat, sous l'autorité du président de la transition, chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères, le 16 juin 2023, lors d'un discours au Conseil de sécurité des Nations Unies, a demandé le retrait de la MINUSMA, sans délai. Si ce discours n'avait pas été suffisamment entendu, il a envoyé une lettre écrite, 5 jours plus tard, le 21 juin. 9 jours après, le 30 juin, après d'âpres négociations, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2690 qui consacre le retrait de la MINUSMA pour une période de 6 mois. Le retrait devait se faire de façon coordonnée et surtout organisée avec l'État malien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour certaines emprises, ça a été fait. Lorsque nous sommes arrivés à la région de Kidal, malheureusement, contrairement au calendrier qui était convenu avec les autorités maliennes, la MINUSMA s'est retirée de façon anticipée et sans coordination le 31 octobre. Il a fallu 2 semaines, je reviens à ces chiffres maintenant, le 14 novembre, pour que les forces maliennes arrivent à ce résultat-là. 2 semaines. 2 semaines, Mohamed. Ousmane, qu'est-ce qui a motivé en fait la troupe? Qu'est-ce qui a boosté le moral de la troupe selon vous? Bon, d'abord, comme on dit, mathématiques, c'est un produit de facteurs non nuls qui donne un résultat. Et les facteurs, dans ce cas, comme ils l'ont dit, c'est les matériels d'abord, c'est l'équipement, les ressources humaines, la formation. Et je crois que ça,
s'est mis à disposition. Mais le plus important de tout ça, c'est la volonté des plus hautes autorités d'aller jusqu'au bout. Parce que ce qui a manqué depuis les fameuses indépendances de 1960, c'est le courage de l'élite qui dirige à assumer courageusement ce qu'il faut pour ce pays-là. On était toujours liés à des injonctions extérieures, à de la manipulation extérieure. Et là, heureusement pour nous, nous avons à la tête du pays quelqu'un auquel on ne dicte pas ce qu'il faut faire. C'est extrêmement important. En réalité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça a été possible grâce à Dieu, grâce à Assimi Goïta comme chef de l'État. S'il avait été quelqu'un qui prend des conseils en France, qui prend des conseils avec la CEDEAO, on ne verra jamais Kidal. Parce que tout est parti de là. Sinon, l'équipement dont on parle, c'est une question, c'est comme si on achète quelque chose dans une boutique. Mais si vous n'avez pas la souveraineté d'esprit de décider que vous devez acheter une cartouche, vous ne l'achèterez jamais. Donc c'est pour dire tout simplement que effectivement, les moyens ont joué, mais la possibilité de décider par nous-mêmes, sans demander conseil ailleurs et sans se faire manipuler ailleurs, c'est ce qui a surtout joué. Et c'est ce qui joue même aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est le fait de mettre dehors ces forces étrangères-là a constitué aussi une bouffée d'air pour l'armée malienne? Mais bien sûr, parce que vous savez, moi je l'ai réduit à la mission d'espion. Le fait seulement qu'ils ont la mission d'espionnage, le mieux c'était de les dégager du Mali, indépendamment de tout le reste. Parce que d'abord, ils ne faisaient pas la guerre aux terroristes, au contraire, ils les encadraient, ils les armaient, ils les équipaient, mais ils faisaient l'espionnage. Donc la meilleure façon de s'assurer qu'on a la maîtrise sur le territoire, c'était qu'ils dégagent. Et je crois qu'ils ont dégagé. Il y a peut-être quelques-uns qui se cachent encore, mais je suis sûr qu'ils vont être décelés. Et malheureusement, il y en a parmi des Maliens aussi qu'il faut identifier, qui travaillent contre les pays aujourd'hui. Et ça, je crois que ce travail-là s'est fait. Il est extrêmement important d'aller jusqu'au bout par rapport à ce nettoyage. Il faut que le Mali revienne aux Maliens. Parce que comme je l'ai dit, ce choix de souveraineté n'est pas, pour nous, il n'est pas fait dans la somnolence. C'est un choix fait de façon très éveillée. Nous sommes, en tant que peuple, nous sommes très lucides en décidant de libérer le Mali. Et ça veut dire que nous sommes préparés à tout. J'ai l'habitude de dire sur certains plateaux qu'Abrimor n'a pas peur de couteau. Je mesure mes mots, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'on va nous montrer plus que Ogosago, plus que tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé comme massacre? On ne va pas nous montrer plus que ça pour nous faire peur. Le Mali était déjà perdu en 2018. C'est maintenant que le Mali est retrouvé. Aujourd'hui, nous assumons notre souveraineté, entière souveraineté, sur tous les territoires du Mali, sur toutes nos ressources. On ne va pas nous distraire parce qu'il y a une guerre asymétrique. Hein. Elle est vécue partout dans le monde. Mais notre souveraineté, nous l'assumons. Et la guerre, nous la faisons. Et nous engageons des victoires que personne ne pouvait imaginer. Okay. Le Mali est de retour. Rappel historique, toujours ce jour-là, l'ORTM a fait les tours de toutes les régions du Mali en donnant la parole aux citoyens. C'était l'effervescence populaire. Je vous propose de suivre un extrait de quelques réactions recueillies dans les régions. Vive le Mali! Vive le Mali! Vive le Mali! À nous la victoire! À nous la victoire! Que féliciter l'armée malienne. Vraiment, à l'heure où nous sommes, on est vraiment contents. On est vraiment contents du point de vue que le drapeau malien flotte sur le toile de Kidal. On ne peut que remercier l'armée. Voilà que le Mali vient de mettre la main sur Kidal. Nous saluons tous les militaires du Mali, notamment ceux qui sont tombés. Je salue vraiment le président Assimi Goïta. Vraiment, aujourd'hui, les Maliens, tous les Maliens ont un sentiment de joie. On ne peut même pas expliquer ce que nous approuvons aujourd'hui. En tant que population de Bougouni, nous félicitons les Famas qui sont là à reconquérir le territoire national du Mali. Vraiment, on les souhaite bon courage, bon vent. Nous soutenons 100% les Famas. Ce qu'on nous demande à l'armée malienne, c'est de maintenir la stabilité éternelle pour notre nation. Je demande à tout le Mali, à tous les Maliens, de l'intérieur et de l'extérieur, vraiment de soutenir les Famas là.
Le travail qu'ils sont en train de faire, nous devons les soutenir à 100%. Surtout par rapport à l'intégrité totale du Mali. L'histoire de Kidal a trop duré. Les femmes aujourd'hui, c'est comme à l'image des joueurs sur un terrain de football qui ont besoin de se sentir aimés par les supporters, qui ont besoin d'être encouragés. Donc nous sommes dans cette position-là et je crois que tous les Maliens doivent se mobiliser pour soutenir les femmes. L'armée mérite notre soutien. Donc je demande à toute la population de Mopti de soutenir l'armée pour que notre pays soit libéré. Parce que sans la population, l'armée ne peut pas mener bien sa mission. C'était un ouf de soulagement pour tous les Maliens. Bon, de sorte que presque 90% de la jeunesse malienne rêve d'être porteur par rapport à l'effort que l'armée est en train de fournir. On ne fait que les encourager à ce que toute la République soit sécurisée de Kidal à Kay. Ça fait près d'une dizaine d'années, l'État n'est pas présent à Kidal. On va dire qu'aujourd'hui l'armée est en train d'entrer à Kidal, vraiment ça permet l'espoir et surtout un grand soulagement au niveau de la population. L'appel que je lance au fils du pays, c'est de s'unir en un seul bloc afin que les Mali redeviennent un et indivisible. Et la joie à travers tout le pays. Voyons maintenant les enjeux de cette reconquête. Madame Askoufari, quels sont selon vous les enseignements qu'on peut tirer de cette victoire? Oui, et il y a plusieurs enseignements qu'on peut tirer. Parce que la victoire, elle n'est pas que militaire. Il faut véritablement qu'on pense aux populations, qu'on puisse penser aux jeunes pour des problèmes d'emploi, que les femmes qui ont été, disons, pendant cette crise, qui ont subi beaucoup d'exactions, qu'elles puissent être aussi au centre des décisions. Qu'on puisse penser à ce qu'elles soient capables de mener des activités, donc penser à leur mobilité, que les femmes puissent être outillées pour mener des activités génératrices de revenus. Donc en un mot, il faut penser, parce que c'est la vie qui reprend, et il faut maintenant penser à mettre les populations, à leur donner les moyens pour qu'ils puissent reprendre une vie normale. Alors Mohamed, sur le plan géopolitique et géostratégique, il fallait nécessairement, obligatoirement, ce retour de Kidal dans les jurons maliens? C'était un enjeu de taille, M. Dambélé. C'était réellement un enjeu de taille. C'est un enjeu qui nous a montré à quel point il est important d'avoir des dirigeants, à quel point il est important d'avoir des autorités qui ont un cap et qui respectent et qui maintiennent ce cap. Des autorités qui ont une vision. Au centre de cette vision, les populations prennent la part la plus importante. Voyez-vous, toutes les actions qui sont mises en œuvre par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État concourent à l'amélioration des conditions de vie et de bien-être des populations maliennes. Ce qui prouve à quel point il était important d'avoir ce cap-là qui soit franchi. Au-delà de ça également, voyez-vous, il a été important de maintenir ce cap malgré tous les pronostics alarmistes. Que n'a-t-on entendu lorsque le gouvernement a demandé le retrait de la MINUSMA? À écouter les pronostics, à écouter les prédictions, le Mali se serait écroulé en moins d'un mois, en moins de 2 mois. 2 ans après, nous sommes là. Alors, il faut reconnaître que depuis 2013, quand même, cette ville était devenue le symbole, la matérialisation de toutes les intrigues et manipulations et l'épicentre des activités terroristes. Mohamed Ousmane, pourquoi Kidal était si convoité, n'ayons pas peur, appelons les chats par les chats, était si convoité par la France? Bien, il n'y a pas que la France, il faut ajouter à l'Algérie à côté. D'abord, comme vous avez parlé d'enjeux, je vais revenir à la question, il y a plusieurs enjeux. Le premier enjeu qui est le plus important d'abord, c'est l'enjeu de la souveraineté nationale. Donc Kidal étant le dernier bastion non recouvré, il fallait récupérer Kidal. Donc la récupérer, déjà cet enjeu, il est gagné.
Le deuxième enjeu, il est sécuritaire. Il faut détruire tous les sanctuaires des terroristes dans la zone. Et aussi, c'est aussi l'occasion également de travailler sur l'autre enjeu qui est institutionnel. Ramener la population, ramener l'administration, ramener les écoles, ramener la gendarmerie, la justice et tout le reste. Maintenant, la prise de Kidal va permettre de changer les rapports de force. Les rapports de force entre tous ceux qui avaient la main dans les dossiers Sahel. Aujourd'hui, en reprenant Kidal, le Mali et le Sahel deviennent très forts. Donc les rapports de force ont changé aujourd'hui. Le Mali peut dire je ne suis pas d'accord. D'où le dialogue intermalien. Pour dire tout simplement, si vous avez un problème avec les Maliens, vous êtes malien, le dialogue il est ouvert, venez, nous allons parler en tant que Malien. Mais il n'est plus question que quelqu'un vous pousse pour vous dire, asseyez-vous là, mais attendez, je vous dirai ce que vous allez dire. Non, ça ne marche plus. Alors, pour aller à la question, effectivement, il y a un enjeu. Il y a beaucoup de ressources, tout le monde le sait, ça se dit tous les jours. Quand les rapports de force vont être égalés, où on va se regarder comme des partenaires stratégiques qui ont l'obligation de discuter d'égal et égal, ce déséquilibre peut trouver une solution. Mais tant que l'Algérie ou la France ou n'importe qui regarde le Mali comme un instrument qui peut manipuler comme il veut, qu'il peut distraire ou dont il peut voler en toute impunité et de façon injuste les ressources, ça ne marchera pas. Parce qu'aujourd'hui, tout comme l'Algérie et la France, le Mali a les moyens de savoir ce qu'il veut savoir, il a les moyens d'acheter ce qu'il veut acheter. Donc ceux qui pensent qu'il compte sur un éternel épuisement de la population malienne, dont je salue la résilience au passage. Madame l'a dit, la guerre n'est pas que militaire. Aujourd'hui, ce qui donne la force à nos plus hautes autorités, c'est la mobilisation du peuple qui a compris qu'il a eu ce qu'il a manqué depuis des décennies, un homme à la tête du Mali et des hommes à la tête de l'AES. Donc je crois aujourd'hui que ces enjeux-là, ils sont à notre portée et nous avons les bonnes cartes et le monde est avec nous. Okay. Le bon monde, quoi. Je ne parle pas de la politique occidentale otaniste qui a détruit le monde à travers son système de gendarmes. D'accord. Mon colonel major, ce combat de reconquête de Kidal, l'Angistin est un combat pour la dignité, un combat pour l'honneur? C'était un combat pour la souveraineté du Mali. Kidal était la seule ville qui était sous le joug des terroristes. Souvenez-vous, lorsque le combat de Konna a été terminé, on a fait appel à l'armée française. Les éléments qui sont venus ont fait semblant de tuer certains djihadistes. Ils ont laissé partir les MNLA à Kidal. Ils sont partis les prendre au Burkina, à Ouagadougou, pour aller les installer à Kidal. Et lorsque l'armée malienne est venue à Nefif, ils ont dit niet, voici votre limite. C'est en ce moment précis que le Mali a fait appel à la communauté internationale. La MINUSMA, qui n'est autre qu'un complice des djihadistes et des terroristes. L'UTM est venu pour former nos militaires, mais malheureusement l'UTM est venu déformer notre formation. C'est des sous-officiers qui venaient donner des cours aux officiers ici. Eux-mêmes, ils apprenaient avec nos éléments. Comment ceux-ci peuvent former? Ils forment nos éléments. Ils disent voilà, allez vous battre. Avec quoi? Votre bouche. Ils forment les éléments, pas de moyens. Et le Mali, pendant tout ce temps, ne pouvait avoir de moyens nulle part. Parce que toute cette communauté internationale était prête à faire tomber le Mali. Dieu merci, les plus hautes autorités de la transition, ils ont fait ce nord. Ils ont subi toute cette bassesse. Ils ont connu tout ça. C'est pour cela, leur première mission, c'est de doter l'armée malienne des moyens sophistiqués. Parce que Kidal, ça donnait des frissons. Kidal échappait au Mali. Kidal était administré par des djihadistes, par des touristes, par des narcotrafiquants. Et le Mali avait honte. Notre dignité était partie. Parce que nous avons connu Kidal dans les temps où l'administration était malienne. Et depuis 2013,
ça échappe à tout le monde. Et on se demandait comment il faut faire pour ramener Kidal dans le jargon malien. Dieu merci, j'ai dit les moyens ont été payés. Ces moyens payés, ce n'est pas uniquement pour la parade. Des formations solides ont été acquises. Parce que si tu formes quelqu'un théorique, il faut pratiquer pour l'amener en quai, il faut donner des moyens. Moyens en armement, moyens en munitions, moyens de tout genre. C'est pour cela, donc, la prise de Kidal a été un honneur. On a lavé un affront. Pour nous, c'était une dignité retrouvée. C'était la souveraineté. Okay. L'affront est lavé, Madame la ministre? Bon, on peut parler ainsi. Et l'exploit même de l'armée peut en témoigner. Je voudrais revenir un peu sur les questions de dignité dont vous avez parlé, parce que la dignité est le fondement de la sécurité humaine même. Et donc on ne peut pas aller à la reconquête, c'est vraiment redonner la dignité aux populations. Le sentiment même de peur porte atteinte à votre dignité, parce que quand vous êtes dans un pays et que vous avez toujours peur, on ne peut pas dire que là, le problème de dignité même peut se poser, ça porte atteinte à votre dignité. Donc, cela dit, et après donc la reconquête, il faut absolument penser à des questions de droits humains. Et mettre les populations dans les conditions pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Que l'État mette en place les services de base. L'honorable en a parlé, les écoles, les centres de santé, et tout cela, c'est essentiel pour que les populations puissent recouvrer leur dignité. Alors, Mohamed, en quoi cette victoire représente quand même une dignité retrouvée pour le peuple malien? C'en est une. C'est une dignité retrouvée pour le peuple malien, c'est une dignité retrouvée pour les autorités maliennes. J'entendais dans une intervention précédente que nous avons la chance d'avoir à la tête de l'État un dirigeant qui ne se laisse pas compter des instructions, des injonctions. C'est exactement ça la définition de la souveraineté. Nous parlons de 2 ans après Kidal, souveraineté retrouvée, c'est exactement ça. La souveraineté, lorsqu'elle s'exerce vis-à-vis de l'international, c'est la capacité d'un pays à ne pas recevoir d'injonctions, à ne pas recevoir d'instructions de la part d'une quelconque forme d'autorité, que ce soit une autorité étatique ou bien une quelconque forme de structure. Et également que les relations internationales entre cet État, en l'occurrence le Mali, et ses partenaires internationaux s'opèrent dans des conditions d'égal à égal. C'est comme ça qu'on impose également son autorité. Au-delà de l'exprimer, au-delà de la conceptualiser, au-delà de la constitutionnaliser, l'article 34 aujourd'hui de la Constitution de 2023 consacre l'action publique au Mali qui est fondée sur 3 principes, celui du respect de la souveraineté, celui du respect des choix souverains du peuple malien, mais également celui de la défense des intérêts du peuple malien. Et voici comment ça s'exprime. Au-delà, il y a également un aspect symbolique à la date. On a parlé de Kidal le 14 novembre 2023. Nous en sommes à 2 années plus tard. J'aimerais juste faire un bond en arrière à l'année dernière. Nous avons vécu un autre aspect symbolique de la libération de Kidal 1 an après. C'était l'événement qui a marqué la rétrocession du siège de la MINUSMA. C'est intervenu le 14 novembre 2024. Donc c'est pour dire qu'il a suffi d'1 an pour qu'on arrive à intégrer et à faire intégrer par nos partenaires internationaux également le changement de paradigme. C'est très important. La mentalité, le paradigme dans lequel on était inscrit avant, les autorités actuelles ont totalement changé pour arriver dans une dimension aujourd'hui où nous comptons d'abord sur nos propres ressources. En appui à cela, maintenant les interventions internationales peuvent se faire, y compris dans le cadre de la Confédération AES, mais nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Mais c'est un changement de paradigme qui est important. Tout appui international se fait en appui aux initiatives des autorités maliennes, en appui aux efforts qui sont déjà mis en place, en appui aux mesures et
dispositions qui sont déjà opérées par le gouvernement de la transition. C'est également de cette manière-là que la souveraineté s'exprime. Ça s'exprime également par la diversification des partenariats. Ça veut dire que nous sortons aujourd'hui des schémas de dépendance. Sortir des schémas de dépendance veut dire que nous inscrivons nos partenariats internationaux dans un contexte où il s'agira pour nous de pouvoir nous prendre en charge dans tous les domaines de la vie publique, que ce soit les aspects sécuritaires, que ce soit les aspects de développement, que ce soit les aspects sociaux, que ce soit les aspects humanitaires. À terme, il s'agit pour le Mali de se prendre en charge. Il ne s'agit pas d'être isolé du monde. Bien évidemment, nous vivons dans un environnement toujours connecté, toujours global, mais il s'agira de compter exclusivement d'abord sur nos propres ressources et ensuite, maintenant, voir comment inscrire notre action dans un contexte plus international. C'est important. Plus de défilés du 6 avril à Kidal, plus de profanation des attributs de la République du Mali sous l'œil complice, on l'a dit, des forces internationales. Plus question de demander l'autorisation pour se rendre à Kidal, plus question de verser une somme d'argent pour que la sécurité soit assurée par des bandits armés. Mohamed Ousmane, tout respire désormais Mali à Kidal. Oui, je commence par dire merci à la souveraineté retrouvée. Tout est parti de là en réalité. Aujourd'hui, vous savez, la reconquête de Kidal par les FAMA représente bien plus qu'une victoire militaire. C'est aussi un tournant stratégique, politique, diplomatique, symbolique de l'histoire contemporaine de notre pays et de notre armée. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique d'agir par nous-mêmes. Nous réfléchissons par nous-mêmes. Et personne ne peut nous dire qu'il y a une portion du territoire malien que l'État du Mali ne peut pas occuper. Peut-être partout où l'État n'est pas, c'est une question de programmation, parce que nous avons 1 200 000 km², un territoire très vaste, et nous avons démarré il y a quelques années, et tout est question de programmation. Parce qu'effectivement, certains malins utilisent pour dire que l'État n'est pas ici, le sous-préfet n'est pas là, l'administration n'est pas ici, mais c'est une programmation. Et chaque année, nous constatons des avancées dans l'occupation, dans le redéploiement de l'administration. C'est ça qui est le plus important. Le plus important n'est pas de faire de tout de suite. Nous sommes dans une guerre asymétrique que nos femmes sont en train de gagner. Le reste, c'est fait. Donc, c'est pour dire tout simplement, vraiment, aujourd'hui, c'est un grand ouf de soulagement. Nous sommes dans la construction du Mali. Des grands projets sont lancés. Et tout le monde doit savoir, et nous le savons déjà, nous en sommes convaincus que les questions de développement qu'il faut mettre en place, parce qu'il ne s'agit pas de prendre seulement Kidal, il faut aussi développer Kidal, il faut faire des investissements, mais ça demande un temps. Mais ceux qui veulent distraire et amuser la galerie vous disent « Ah, où est le développement tant attendu ?» Mais le développement, ça demande un temps. La preuve, c'est que nous avons lancé l'usine de lithium, après une deuxième usine, tout le monde sait que ce n'est pas le jour du lancement qu'il faut l'exploiter. Il faut d'abord extraire des pierres là, les matières premières qui vont aller être transformées quelque part. Tout ça, ça demande du temps. Les gens vous disent on n'a pas encore l'électricité, mais les chantiers sont en cours. Il n'est pas interdit à un chantier d'être en retard, mais ils sont en cours et pour le bonheur des Maliens. Donc ça, c'est des choses aujourd'hui sur lesquelles nous devons beaucoup plus communiquer. Et fort heureusement, le peuple malien sincère, hein, ce n'est pas les petits manipulés de l'Occident, le peuple malien sincère aujourd'hui voit les résultats. C'est aujourd'hui que, depuis que Kidal est revenu dans le giron malien, le Mali est en train de se construire. Le Mali se bat et le Mali est conscient de ses difficultés. C'est extrêmement important. Mais j'avais dit quelque chose par le passé qui est important. Les rapports de force ont changé. Les rapports de force au plan diplomatique ont changé. Maintenant, ils font juste le têtu, hein, mais ils vont en revue parce que nous sommes encore plus têtus. Nous, on va aller jusqu'au bout. D'accord. Parlons maintenant des acquis et des défis après 2 ans après cette reconquête. On l'a dit, une chose était de reconquérir Kidal, mais une autre était de chasser les bandits armés, une autre était de s'y maintenir et de garder les yeux bien ouverts. Mon colonel-major, est-ce qu'on garde les yeux bien ouverts aujourd'hui, sécuritairement, à Kidal? On garde les yeux bien ouverts parce qu'il était à un moment donné, l'armée était campée à Kidal. Pour sortir, il fallait avoir une permission. Une poignée de militaires était là-bas. C'était pour orner la galerie. Nous avons vécu tout cela.
Après avoir pris Kidal, le gouvernement a nommé un gouverneur, le général El Hadji Gamou, qui est un fils du terroir. Et après, les nouveaux cercles ont reçu les préfets, dont Ténensako, Abebara, Aguelhok, Tessalit. Tous les préfets ont été. Aguelhok a reçu un grand régiment. Tessalit également. C'est pour cela qu'on a pensé à la sécurité. Après Kidal, il faut donc sécuriser tout le nord. Pour sécuriser le nord, ce n'est pas uniquement par la bouche, par les moyens. Il faut sécuriser la population. Il faut conseiller les gens pour leur dire plus jamais cela. Ramener la population qui était déshéritée dans les Gironde Mali. Parce qu'eux tous étaient frustrés. Dieu merci, les plus hautes autorités de la transition sont en train de travailler pour que tout le nord soit sécurisé. Je vous ai toujours dit, on est venu de loin, on est venu de très loin. Où le gouverneur de Kidal exécutait les ordres de ces terroristes. On a vu, hein. Le gouverneur était là-bas, il ornait le Baglé. Maintenant, El Hadji Gamou ne demande pas la permission à quelqu'un. Il est gouverneur en plein temps. Il a auprès de lui un grand régiment et qui est en train de travailler pour sécuriser tout le nord. Ce n'est pas facile. C'est après 2 ans. Il faut leur souhaiter beaucoup de courage parce qu'ils en ont besoin. Les conditions du nord sont difficiles, très difficiles. Malgré tout ça, les forces armées de sécurité travaillent dans des conditions, ils ont toujours le moral au beau fixe. C'est ce qui nous rend fiers. Parce qu'ils sont prêts en tout temps et en toutes circonstances, prêts à exécuter toutes les missions. Et c'est là, pour cela, au plus de 100. Et il faut les encourager. Okay. Il faut prier pour eux. Il faut prier pour le nord. Même s'il faut prier pour le sud, le nord d'abord. Parce qu'eux, ils n'en ont plus besoin. Les Mali dans nos prières. Madame le ministre, reconquérir Kidal, 2 ans après, quels sont les acquis notables qu'on peut souligner? Les acquis sont importants, même si on peut dire que le chemin reste encore long. D'abord, il y a le retour de l'autorité de l'État, ça c'est un acquis. Et on peut noter également le retour des services sociaux de base, ça c'est des acquis, les écoles, les centres de santé qui reviennent. Et la mobilisation des communautés également, parce qu'on voit des jeunes, des femmes qui se mobilisent pour recoudre le tissu social, pour la cohésion sociale. Donc tout cela peut être considéré comme des acquis qu'on peut noter avec la reconquête de Kidal. D'accord. Mohamed, sur la question des acquis, retour de l'administration, oui, des autorités, aussi des civils, quels sont les autres acquis qu'on peut souligner? Nous en avons plusieurs. Contraintes de temps, je vais me limiter à quelques acquis essentiels du point de vue de la géopolitique, de la diplomatie et des relations internationales surtout. Ces acquis-là sont nombreux. Vous en avez essentiellement, je vais en citer 2 pour l'instant. Pour les comprendre, il faut savoir déjà d'où nous venons et là où nous en sommes aujourd'hui. Nous venons d'une situation où les stratégies, les décisions, toutes faites, étaient imposées au Mali sans concertation. Et parfois, par des partenaires différents bien évidemment, et parfois contradictoires les unes avec les autres. Vous êtes dans un pays, vous essayez d'appliquer ces stratégies-là, ces décisions, ça ne marche pas. Et ça ne peut pas marcher parce qu'elles ne sont pas coordonnées entre elles. Pourquoi? Parce qu'elles sont au confluent d'intérêts parfois divergents. Aujourd'hui, le Mali est au centre de tous les processus.
de la conception à l'élaboration, à l'adoption, à la mise en œuvre et à l'évaluation, le Mali est présent à toutes ces étapes-là. Il n'est plus question aujourd'hui pour les autorités maliennes d'être des spectateurs de leur propre destin. Nous sommes aujourd'hui en situation d'acteurs. Nous avons repris en main notre destinée. C'est dans ce cadre-là. Une deuxième évolution notable que nous avons également, c'est surtout le fait, par exemple, que vous aviez des décisions que le gouvernement était amené à prendre avant cette situation-là, qui étaient souvent influencées par des intérêts d'autres pays. Certaines positions du Mali, par moment, ne reflétaient pas forcément les intérêts du Mali seul, mais reflétaient d'autres intérêts. Aujourd'hui, grâce au principe conçu et désormais constitutionnalisé, toutes les décisions, toutes les positions que le gouvernement du Mali prend sont des décisions qui visent d'abord et avant tout le respect des intérêts du peuple malien. Là, je pense que c'est essentiel. Ok. Mohamed Ousmane, honorable, sur les acquis. Il y a beaucoup plus, il y a beaucoup d'acquis. Il y a des acquis d'abord en termes d'infrastructure, d'investissement, de redéploiement du personnel. Mais je vais insister sur un acquis d'ordre législatif. Vous savez, cette refondation et même la montée en puissance de l'armée, c'est parce que des textes ont été modifiés. Des textes ont été adaptés pour permettre vraiment à nos plus hautes autorités de mettre notre armée dans de meilleures conditions. Des textes ont été adoptés dans les domaines miniers pour qu'on ait plus de souveraineté sur nos mines. Et des textes ont été adoptés dans plusieurs autres secteurs, y compris éducatifs, pour que vraiment l'exécutif puisse être vraiment à l'aise et nous amener rapidement vers cette souveraineté. Et c'est là qu'il faut dire tout simplement, il faut saluer aussi l'action du Conseil national de transition sous le leadership du général de corps d'armée Malik Diaw, qui peut-être, d'après ceux qui ont fait les anciens parlements, le CNT a battu le record du nombre de lois adoptées et qui sont toutes des lois dans l'intérêt national, adaptées aux réalités maliennes et qui répondent vraiment aux attentes de l'exécutif, aux attentes du chef de l'État, dont la seule mission aujourd'hui, c'est de libérer le Mali et de le développer. Alors, en termes d'acquis importants, on va aller au-delà de Kidal. Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de grands chantiers qui sont ouverts. Il faut qu'on se souvienne que chaque fois qu'un chantier est ouvert, il est menacé. Chaque fois qu'un chantier est ouvert, il est menacé par ces bandits-là, par ces terroristes-là. Parce qu'en réalité, tout ce qui leur objectif, parce qu'ils ont perdu la guerre, nous qui sommes au nord, nous savons qu'ils ont perdu la guerre. Ce qu'ils font aujourd'hui au sud, les FAMA les rappellent tous les jours. Nous savons que c'est de la faiblesse. Ils sont vraiment en situation compliquée, en position de faiblesse. Alors ils se sont résolus à saboter les investissements. Donc c'est pourquoi il y a lieu de multiplier vraiment les paquets sécuritaires autour des investissements structurants d'avenir sur lesquels les peuples maliens comptent, pour que ils aboutissent. Donc ça, c'est des acquis majeurs de la transition qui ont été possibles depuis que Kidal est revenu dans les régions, parce que c'est quand Kidal est revenu aujourd'hui que tout ce qui nous emmerde dehors ont compris que c'est très sérieux au Mali. Et il faut prendre le Mali au sérieux, il faut prendre la transition au sérieux, il faut prendre Assimi Goïta au sérieux. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. En termes de défis maintenant, on fait un dernier tour de table sur ça. Mon colonel-major, quels sont les défis aujourd'hui en termes de maintien de la sécurité au niveau de la région de Kidal? Vous avez dit que c'est une vaste région quand même. Merci. Moi, j'aime toujours dire que le Mali nous appartient. Le Mali est notre pays et c'est qu'on a le plus cher. Kidal, dans le temps, nous avons travaillé là-bas.
Les militaires quittaient Kati jusqu'à Gao sans munitions, sans armes. Allez-y à Kidal ou allez-y à Gao, vous allez trouver vos armes là-bas. On a vécu tout ça. Des militaires se sont battus sans munitions. Tout cela s'est passé. Et Kidal, si Kidal est tombé, ça c'est grâce aux moyens acquis par la transition. Parce que les autorités même de la transition ont vécu ces faits. Kidal restera le nôtre. Parce qu'on a une armée vaillante. On a une armée puissante. On a une armée surmotivée. On a une armée bien formée. Tous ces moyens que le Mali a effraient la sous-région. Parce qu'on n'a pas lésiné avec les moyens. Kidal, il faut toujours penser aux populations. Les populations ont été meurtries pendant tout le temps. C'est parce qu'ils sont de la même ethnie qu'il faut les combattre. Non. Eux-mêmes étaient des esclaves. C'était des esclaves. Des esclaves des terroristes. Des esclaves des narcotrafiquants. Raison pour laquelle il faut donner plus de moyens encore à Kidal. Parce que ce n'est pas Kidal seulement. La région de Kidal est vaste, très vaste. Il va jusqu'à Ténésako, va jusqu'à Thessalite. Il faut équiper ces unités qui sont campées parce qu'ils sont loin. Ils vivent dans des conditions difficiles. Kidal est reconquise, Madame la ministre. Maintenant, les défis à relever par cette région, c'est lesquels? Là également, les défis sont nombreux. Je veux parler de quelques défis. Par exemple, le défi sécuritaire. Il faut maintenir la sécurité, surtout pour ce qui concerne les femmes et les enfants qui sont les plus vulnérables. Et aussi, il faut que les services de l'État qui ont été rétablis, il faut les pérenniser. Cela aussi représente un défi. Et il y a également un défi de la participation des femmes. Parce que elles ont été les premières victimes. Donc il y a lieu qu'on prenne en compte ce défi pour que leur autonomisation puisse se faire et qu'elles puissent être à l'abri. Et elles sont souvent aussi exclues des décisions. Donc dans les instances locales, il faut une participation des femmes pour qu'on puisse prendre en compte leurs besoins. Mohamed, les défis sécuritaires, oui, elle l'a évoqué. Alors quels sont les autres défis aujourd'hui qui doivent être relevés dans cette région? Vous avez absolument raison, vous avez les défis sécuritaires, mais vous en avez d'autres. Avant de passer aux autres défis, je vais juste m'appesantir un tout petit peu avec votre permission sur ces défis sécuritaires. Il est important déjà de savoir qui est-ce que nous avons en face de nous. Nous pensons souvent aux groupes armés terroristes, mais ce n'est pas tout. Ce n'est même pas l'essentiel. Il y a que d'autres. Derrière ces groupes armés terroristes, vous avez des sponsors étatiques étrangers. Les stratégies qui sont développées en ce moment prouvent à suffisance que ce que nous vivons en ce moment ne peut être le résultat de seuls groupes armés terroristes qui ont une motivation qui n'a rien à voir avec la religion, qui n'a rien à voir avec une idéologie, qui n'a rien à voir avec une position politique quelconque, mais qui est là aujourd'hui dans ces œuvres de déstabilisation pour nuire aux autorités, pour faire en sorte de créer un soulèvement. Ce que nous vivons en ce moment, par exemple, actualité oblige, nous vivons aujourd'hui des difficultés temporaires, mais des difficultés d'approvisionnement. Ce sont les conséquences également de ces défis sécuritaires. Pour évoluer, vous avez des défis de forme humanitaire également. Madame parlait de population. Les populations sont au centre des préoccupations de toutes les autorités maliennes. Le défi humanitaire est un défi réel que les autorités s'emploient à résoudre au mieux des capacités disponibles. Mais réalisons simplement que nous sommes dans un état aujourd'hui qui fait face à une menace critique. L'essentiel, une grande partie des ressources du gouvernement sont orientées vers la défense, vers la sécurité. Nous sommes dans une situation où tout semble prioritaire. Il faut bien quelque part prioriser les choses.
face à ces défis humanitaires également, vous avez des défis de développement. L'honorable a parlé tout à l'heure de l'inauguration de la deuxième mine de lithium. C'est un exemple, c'est une illustration également des efforts qui sont entrepris par les autorités pour parvenir au développement malgré les défis qui s'opposent. Tout ça s'inscrit dans le cadre d'une vision. La vision dont on parlait tout à l'heure, c'est une vision holistique qui prend en charge différents aspects. Pas seulement sécuritaire, bien évidemment, pas seulement politique et diplomatique, mais également de développement. Nous sommes dans le cadre d'un triptyque. L'un complète l'autre. Aujourd'hui, même dans le cadre des réformes engagées, vous avez de fortes réformes qui ont été engagées, simplement dans le cadre de la gouvernance économique. Vous avez de nombreux textes qui ont été pris pour améliorer la gouvernance économique, pour améliorer la gestion, pour améliorer la redevabilité. On ne peut pas parler de défis sans parler également de pistes, de propositions maintenant. Il s'agit pour nous de dresser un tableau le plus objectif possible. Oui. Nous avons des défis, certes, mais il y a également des mesures en cours. Mais il y a également des pistes de réflexion que nous pouvons développer. Parmi ces pistes de réflexion, il y a un essentiel qui nous concerne nous tous. Aujourd'hui, je ne parle pas forcément en tant qu'agent de l'État, pas forcément en tant que fonctionnaire, mais en tant que citoyen. Nous avons en partage un État que nous avons reçu, que nous allons léguer. Il est très important, M. Dambélé, que ce qui nous réunit, à savoir cet État, aujourd'hui soit au-dessus de tout le reste. Nous pouvons avoir des divergences sur la façon de conduire certaines activités publiques, mais pour autant, ces divergences-là doivent s'exprimer de manière à ne jamais remettre en cause la stabilité de l'État. Ok, d'accord. Alors, honorable, que faut-il aujourd'hui? Il y a beaucoup de défis quand même à relever. Que faut-il aujourd'hui concrètement pour relancer l'économie, relancer le développement de cette région de Kidal? Bon, dans le contexte actuel, on ne peut jamais passer sans dire un mot sur le défi sécuritaire qui est essentiel. Je crois qu'il faut de façon globale essayer de transformer un peu de passer des acquis militaires vers des acquis politiques durables, quoi, dans le temps. Dans ce sens, je crois qu'il a touché la question de la guerre asymétrique. Ce n'est pas les jeunes endoctrinés là les problèmes. Comme il l'a dit, c'est les États derrière. Je crois qu'à ce niveau, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire entre les États. Comme je l'ai dit, avec la reprise de Kidal, les rapports de force diplomatiques ont changé. Donc il faut exploiter ces moments-là pour engager ce qu'on peut appeler des consultations exploratrices entre les différents États qu'on soupçonne d'être derrière ces choses-là. Je suis devant un diplomate, il sait de quoi je parle. C'est informel, mais ça peut aboutir vers des ouvertures pour trouver. Parce que le problème n'est pas ces jeunes qui nous attaquent là. Le problème, c'est les États derrière. Il faut voir qu'est-ce qu'ils veulent, étant donné que les rapports de force aujourd'hui ont changé, pour discuter, voir quelle est la solution d'État à État. Donc on oublie un peu les jeunes qu'on manipule, qu'on endoctrine, c'est le mercenariat. L'autre aspect, c'est les défis humanitaires, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est clair. Quand il y a la guerre, il y a toujours l'humanitaire qui est beaucoup accentué, il faut faire quelque chose là-dessus. Et je félicite au passage nos femmes qui font vraiment des actions civilo-militaires très salutaires auprès de nos populations et pour lesquelles j'adresse vraiment toute ma gratitude et ma reconnaissance. Et le troisième défi, c'est la réconciliation. Nous sortons de la journée de légitimité traditionnelle. C'est un levier que notre pays doit beaucoup exploiter. Cette légitimité traditionnelle pour voir un peu qu'est-ce qui se passe réellement à la base, voir celles qui peuvent être impliquées, même de façon volontaire, pour percer ce mystère des dialogues, voir qui veut vraiment aller dans la paix, qui est perdu, qui est irrécupérable, ainsi de suite. En tout cas, c'est des leviers sur lesquels il faut travailler. La réconciliation, c'est important. Même les Maliens qui nous insultent dehors, il faut chercher des ouvertures. Il faut chercher des ouvertures pour voir s'il y a des gens qui peuvent être reconvertis. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Maliens qui sont dehors. Aujourd'hui, c'est en difficulté. Je sais qu'il y en a qui font leur mea culpa, il y en a qui disent qu'on a fait le mauvais choix, on n'a pas compris, on s'est trompé sur le Malikoura. Bon, il faut tendre toujours. Bon, de toute façon, je le dis sans risque de me tromper, que le chef de l'État a toujours dit que la main est tendue à travers les dialogues intermaliens, les départements de la réconciliation. Il suffit seulement qu'ils l'apprennent de là-bas. Ils peuvent appeler n'importe quel Malien, ils peuvent vous appeler vous, M. Dambélé, appeler
Keïta là-bas, Traoré, n'importe quel Malien aujourd'hui peut constituer une porte d'entrée pour un Malien qui est égaré quelque part, parce qu'il faut travailler à ressouder les tissus, à ramener les Maliens où qu'ils soient pour que vraiment on bâtisse la paix. Mais de façon sincère, parce qu'il n'y a plus de faux jetons. Ceux qui viennent pensant qu'ils vont nous dipper, tromper, ça ne marche plus. Personne ne peut nous dipper, nous distraire. La main est tendue. On s'achemine vers la fin de cette émission. On va faire un dernier tour de table quand même avec cette question. Que faut-il faire aujourd'hui pour maintenir la paix, pas seulement à Kidal, mais au Mali, d'une manière générale? On commence par mon colonel-major. Donc, on est en train de tourner autour du pot. Moi, je suis un ancien militaire. Et je connais quand même, je suis conscient que des sponsors de nos touristes sont dans certains pays. Il faut se préparer. On se prépare parce que tout peut arriver. Et l'armée malienne a des moyens sophistiqués pour se défendre. L'armée malienne n'a jamais attaqué un pays. Mais le droit de riposte peut être foudroyant. Donc il faut se préparer. Donc, comme vous le dites, l'armée malienne, à tous les niveaux des régions, doit continuer sa formation. On ne doit pas oublier que l'armée malienne a toujours le soutien indéfectible des populations. Je ne vois personne dans les réseaux qui sont au Mali critiquer l'armée malienne. Les FAMA sont soutenus. Parce que les FAMA sont issus du peuple. Et les FAMA ont besoin du soutien du peuple. Parce que le travail qu'ils sont en train de faire est énorme. On se repose, on dort, parce que c'est un veille. Il y a des sentinelles. C'est un veille. Nuit et jour. Il y a des difficultés. Il faut prier pour eux. Okay. Il faut prier pour eux parce que le travail que l'armée malienne est en train de faire est immense. Ok. Merci. Merci mon colonel-major. Madame la ministre, maintenir la paix aujourd'hui, pas seulement à Kidal, mais à travers tout le pays. Que faut-il faire? Quand on parle de sécurité au Mali, moi, à mon avis, il faut le dire clairement, il faut qu'on sécurise les femmes. Les femmes d'abord? On sécurise les femmes. Et nous les hommes? Oui, justement. C'est compte tenu du rôle des femmes, compte tenu de tout ce qu'elles subissent au moment des guerres, des exactions, il faut penser d'abord aux femmes. Il faut les sécuriser et quand elles sont sécurisées, c'est tout le reste qui est sécurisé. Elles ont subi de nombreuses violences au moment des conflits, mais ce sont ces femmes qui tiennent les communautés, qui tiennent les familles. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut les sécuriser. Lorsque les femmes seront sécurisées, tout le reste va suivre. Sur un autre plan, quand on veut parler de sécurisation également, ce n'est pas le volet militaire seulement qu'il faut voir. On a dit ça aussi, on en a parlé. Il y a tous les services sociaux de base qu'il faut mettre en place pour que les populations les plus vulnérables se sentent sécurisées. Mohamed, les recettes du diplomate pour maintenir la paix au Mali aujourd'hui, c'est lesquelles? Vous en avez de différentes sortes, mais les plus évidentes aujourd'hui qui apparaissent sont celles qui nous font comprendre que pendant 10 ans, pendant presque 11 ans, on nous a fait croire, on nous a fait entendre, presque parvenir à nous convaincre que nos forces armées n'étaient pas à la hauteur, qu'elles ne pouvaient pas, seules, faire face à l'insécurité qui frappait notre pays. Nous sommes aujourd'hui, fort heureusement, sur ce plateau, témoignage éloquent que nos forces armées sont capables, elles ont pu le faire. Pour illustrer simplement l'importance du changement de paradigme, lorsque nous avons des autorités qui installent un climat de confiance, un climat de sécurité, un climat de réassurance, tout le reste est possible, M. Dambélé.
Aujourd'hui, je suis content également d'être à l'ORTM. Tout le monde n'est pas à l'ORTM, tout le monde n'a pas la passion du service public et malheureusement, tout le monde n'a pas forcément la même objectivité. Au nombre des défis qu'il nous faudra circonscrire également pour parvenir à une paix durable, il y a celui crucial de la guerre informationnelle. Nous faisons face à des profusions aujourd'hui de fake news, de désinformation, de faux documents qui sont forgés, qui sont ventilés pour nuire, pour déstabiliser, malheureusement, pour des objectifs qui sont suffisamment connus aujourd'hui. Il nous faut faire face à tout ceci. Donc ce sont ces différents défis-là auxquels le gouvernement fait face, auxquels les autorités font face, auxquels la population fait face également. Continuer aujourd'hui sur la même lancée voudrait dire également que nous avons en nous les leviers, nous avons en nous les ressorts pour faire en sorte que cette paix-là que nous avons acquis durement, chèrement, soit une paix qui soit durable. Non seulement par nos moyens à nous, mais également par les moyens que nous avons pu constituer avec les républiques sœurs du Niger et avec le Burkina Faso. Dans le cadre d'abord de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui était au départ une alliance militaire, mais qui s'est transformée maintenant en une confédération qui couvre 3 domaines. Le pilier de la défense, le pilier de la diplomatie et le pilier du développement. C'est pour dire que le triptyque a été compris et est en cours de mise en œuvre toujours par les autorités, non seulement du Mali, mais également des 3 pays, qui ont une communauté, une convergence de vision pour l'évolution de leur pays, pour l'évolution de cette confédération. Alors, honorable, assurer, maintenir la paix aujourd'hui au Mali passe par quel chemin? C'est toujours la question de dialogue, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que cette guerre, en réalité, elle nous a été imposée, en réalité. Elle nous a imposée, fort heureusement, depuis qu'on a chassé les mauvais partenaires, nous la menons bien et nous la gagnons tous les jours, victoire après victoire. Mais je dis, au moment où nous sommes aujourd'hui, il faut toujours continuer à explorer, parce que le Mali est resté toujours dans la dynamique de l'ouverture à un dialogue, parce que le dialogue a toujours ses vertus, qui sont très bien d'ailleurs. Mais il faut renforcer, il faut se préparer toujours à la guerre. Maintenant, ce qui se passe, c'est que de l'autre côté, il n'y a pas une volonté de dialogue. Parce que nous avons en face de nous des jeunes gens qui nous attaquent, dirigés par un individu qu'on ne voit de nulle part, mais qui obéit à des injections, à des instructions de pays, qui visent les ressources dans le pays. Donc je dis tout ça, il faut l'exploser. Il faut démystifier ça pour que les gens comprennent aujourd'hui quel est le problème. Ce n'est pas celui qui attaque les problèmes, mais le problème c'est un État. Comme nous. Le problème, c'est une institution internationale qui est en train de faire une guerre par procuration, en trompant des individus chez nous, des enfants de nos terroirs, en leur promettant des choses, comme par exemple l'histoire de brûler les citernes. On leur a fait croire que dans 2 semaines, Bamako va tomber. Ils ont fait tuer les enfants d'autrui, les innocents pour rien. Bamako ne tombera pas. C'est trop petit pour faire tomber Bamako. Donc ça, il est important aujourd'hui de communiquer là-dessus et d'aller plus loin, explorer les canaux possibles. J'ai parlé du canal diplomatique, il est important. C'est-à-dire que l'ennemi d'hier peut être un bon ami demain. Mais il faut savoir s'y prendre, il faut développer ces stratégies. D'abord la force, il faut avoir une armée solide, on est en train de le faire, mais il faut aussi avoir des canaux très habiles en matière de dialogue. Il ne peut pas avoir de paix sans dialogue, ce n'est pas possible. Quelle que soit la façon dont on va nous préparer à la guerre, on finira toujours par parler un jour. Tu veux quoi? Qu'est-ce que je veux pour construire? Donc il faut qu'on exploite tous ces canaux-là pour qu'on arrive rapidement à un dialogue, pour minimiser les morts, pour économiser les morts de part et d'autre, parce que dans tous les cas, c'est les Maliens qui meurent, c'est des Haïtiens qui meurent. Mais je peux vous dire une seule chose, en tout cas de mon point de vue, qu'on nous fasse la guerre pendant 100 ans, nous allons répondre pendant 100 ans ou plus. C'est ça ma conviction. D'accord. Vous l'avez évoqué tout de suite, on ne peut pas boucler cette émission sans dire un mot sur cette question d'actualité. Vous suivez avec moi tous les jours cette campagne médiatique contre notre pays, campagne menée par des médias internationaux pour dire que le ciel est en train de tomber sur Bamako. Je voudrais qu'on dise juste 2 mots là-dessus, en 20 secondes. Comment réagissez-vous face à ces attaques-là, cette campagne médiatique contre notre pays? Je vais commencer par Mohamed. Merci, monsieur le directeur. Écoutez, pour moi, c'est une évidence. À suivre ces médias internationaux, on croirait qu'on n'est pas dans le même pays. On croirait que ce n'est pas du Mali qu'il s'agit. On croirait que nous sommes tous obligés d'être terrés à domicile, ne pas pouvoir faire ses courses, ne pas pouvoir aller au travail. Les écoles étaient fermées, certes, pendant 2 semaines, elles ont réouvert. Nos enfants, aujourd'hui, vont à l'école. La vie suit son cours. À la limite, je vous dirais que je suis presque content d'avoir eu un embouteillage en venant du travail, voilà, jusqu'à l'ORTM. Preuve aujourd'hui que la crise que nous avons
avons connue, je ne dis pas qu'elle est résorbée, mais qu'elle est en cours de résorption, qu'elle est en cours de résolution. Il y a des phénomènes que je peux considérer souvent comme des épiphénomènes, mais qui s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie globale. La stratégie, nous l'avons décrite un petit peu tout à l'heure, mais l'objectif, il est connu. Il s'agit pour nous de dépasser ces défis-là, de dépasser ces stratégies et de garder le cap. Le cap a été défini par les plus hautes autorités de ce pays. Il nous appartient à tous, agents de l'État comme citoyens, de maintenir ce cap, de faire confiance à nos autorités et de poursuivre la voie. Ok. Madame la ministre, qu'avez-vous à dire à la face du monde entier aujourd'hui sur cette campagne médiatique qui vise notre pays? Ce que je peux dire, c'est que au vu de ce qui se passe aujourd'hui, bon, la majorité des Maliens, en tout cas, a compris ce qui se passe. C'est des discours qui viennent de gens qui sont animés d'autres intentions, on le sait bien. Et je pense que l'élément le plus important, c'est que la population a compris. Autrement, peut-être qu'on serait dans d'autres schémas aujourd'hui. Mais l'intention de ceux qui font ces campagnes-là est bien comprise et je pense que c'est l'essentiel. Okay. Mon colonel-major, Bamako est encerclé par des terroristes, Bamako va tomber. Quel message avez-vous à dire à ces gens-là qui sont en train de rêver de vous? Oui, les plus hautes autorités de la transition sont habituées à cette campagne médiatique très négative. Ça fait partie du combat asymétrique, du combat hybride, pour effrayer la population, pour que la population se retourne contre les autorités. Mais le Mali a compris. Le Mali a été résilient pendant longtemps et on s'est retrouvé. Le Mali est un peuple courageux. C'est un peuple qui a compris que lorsqu'on veut se libérer, on fait face à tous les ennemis du monde. Les chiens aboient, la caravane passe. Merci. Mohamed Ousmane, au détracteur, vous dites quoi? Circuler, Bamako respire, Bamako est debout. De féliciter nos plus hautes autorités, les FAMA qui ont transformé cette crise-là même en opportunité pour bien mater ces terroristes-là. D'abord, ils avaient parlé des blocus, ce qui est faux. On a été à l'école de Molière, il n'y a pas eu de blocus. Il y a eu des perturbations de l'approvisionnement. Moi, dans la semaine, j'ai fait mon plein 2 fois de gasoil sans difficulté. Sans difficulté. Donc, ça, nous comprenons. Maintenant, c'est aussi le lieu pour moi de féliciter l'ensemble un certain nombre d'artistes, de comédiens qui ont fait de la très bonne communication pendant ces moments de crise. Féliciter aussi les jeunes et dire que nous devons développer notre propre communication. Il faut que nos médias, nos blogueurs soient bien formés parce que c'est un levier de guerre, c'est un levier de combat. Moi, j'ai l'habitude de dire... excusez-moi, il n'y a pas de médias indépendants. Chaque média travaille suivant une doctrine et au service de quelque chose. Donc il faut que les médias soient aussi des grands patriotes, ceux qui se donnent à partager des images qui ne sont pas vraies ou même qui contribuent à les mettre en place. À la suite de Madame, je dis que les Maliens sont déjà bien préparés à ça. C'est ça la chance que Dieu nous a donnée. C'est que cette révolution est portée par les Maliens aujourd'hui. Parce que la seule chose qui leur manquait, c'est d'avoir un homme à la tête. Aujourd'hui, nous l'avons, que Dieu lui donne longue vie. Et nous avons le devoir de le préserver, de préserver des hommes comme lui, pour que des siècles encore le Mali tienne. Mali be lombo lamba, nga Mali tebi. Geleya umana bonya chugo chugo, utaka nyeta bali. Anga yirema horonya, takande bala. Yere sira laboli, oteta geleya uko. Cɛsiri ni muɲu kɔnɔ malidenw wulilen do k'u jɔ ni danbe ye. Gɛlɛya caman minnu b'an ka jamana kan an y'an bolo di ɲɔgɔn ma k'olu kunbɛn ni muɲu ani cɛsiri ye.